Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Après avoir abrité les travaux de la COP22 en 2016, la ville de Marrakech s'apprête à accueillir à la mi-octobre prochain les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Près de 190 pays et 14 000 délégués issus des pays membres de ces deux institutions internationales sont attendus pour prendre part à cet important rendez-vous. C'est la première fois depuis un demi-siècle que ces deux assemblées vont se tenir en Afrique. Pour revenir sur l'importance de ces deux événements, de leur organisation au Maroc, mais aussi sur les principaux dossiers qui y seront abordés et sur les défis et les opportunités du continent africain et des moyens de promouvoir sa coopération avec les deux institutions, nous avons le plaisir renouvelé d'avoir avec nous par Skype Hassan Al-Arafi, professeur de finances publiques. Bonjour professeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, très volontiers madame. Merci monsieur. Alors avant d'aborder l'organisation des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale par le Maroc, je vous prie professeur de nous expliquer le but et l'intérêt de ces réunions annuelles de ces deux institutions. Bon, il s'agit d'une tradition qui remontait aux années 40, dont l'objectif est d'une part d'enrichir les débats autour de sujets d'actualité sur les plans régional et international. Et d'autre part, c'est l'occasion d'ouvrir des échanges sur des thématiques permettant de mettre en avant les réformes engagées dans différents domaines qui relèvent de la finance et de l'économie, afin de contribuer au rayonnement de l'image de ces institutions de Bretton Woods à l'égard de 184 pays qui les composent. Voilà. Oui. Alors, quelle est l'importance... Pardon, allez-y, professeur. Seulement, je veux rajouter qu'à titre de rappel, la première réunion inaugurale des conseils des gouverneurs s'est tenue en 1946 à Savannah. Et puis, les premières assemblées annuelles ont eu lieu la même année à Washington, et depuis lors, c'est devenu une tradition des deux institutions qui sont des institutions jumelles, créées par l'accord de Bretton Woods. Alors, professeur, quelle est l'importance, ou peut-être la symbolique de l'organisation de ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale dans un pays africain, et en l'occurrence le Maroc? Je pense que ça a été déjà exprimé par le président de la Banque mondiale, Mr. Kim, qui a cité le Maroc comme une référence en Afrique du Nord. Et dans ses déclarations, si je me rappelle très bien, a salué les progrès accomplis par le Maroc en matière des réformes visant à accélérer la croissance économique et à le bien-être des populations les plus pauvres. Et pour les dirigeants de ces deux institutions, Marrakech et le Maroc offrira le cadre idoine pour discuter à la fois les défis, et il y en a certainement, mais également le temps d'examiner des opportunités permettant à l'Afrique d'avoir un élan important. Et donc, sur le plan symbolique, on peut dire que le Maroc, c'est un représentant de l'Afrique. Le Maroc a été choisi, c'est un retour de ces institutions, retour à l'Afrique après 50 ans d'absence de ces assemblées dans ce continent. Justement, professeur, pourquoi l'Afrique a été exclue et écartée de l'organisation de ces assemblées pendant 50 ans? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Vous savez que ce genre de décisions sont très complexes à comprendre. Il y a beaucoup de non-dits. Donc, il y a le géopolitique qui se mêle à l'économique, etc. Bien entendu, ce genre des assemblées, il exige des infrastructures importantes d'accueil. Chose qui n'est pas facile à trouver en Afrique si on accepte quelques pays tels que l'Afrique du Sud, l'Égypte,
Mais Marrakech, commençait à être une destination internationale, pas uniquement africaine. Et ça a été réaffirmé par les dirigeants organisateurs de cet événement en disant qu'il n'y a rien de mieux que ce carrefour pour réunir la communauté internationale afin de discuter ces enjeux. Et donc, Marrakech a été choisi pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une ville ancestrale, une valeur historique. Même le terme Marrakech, c'est l'origine du terme Maroc. En plus, il jouit d'une infrastructure touristique importante, chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Et donc, c'est une ville qui est habituée à ce genre d'exercice tel que le COP22. Et donc, il y a tous les atouts essentiels pour que ces organisations les plus importantes de le monde aujourd'hui, pour qu'ils optent pour le Marrakech particulièrement, organiser cet événement important. On a vu, professeur, comment l'organisation de la COP22 en 2016 a impacté la ville de Marrakech et ses infrastructures. D'ailleurs, cette fois-ci, le Maroc fait plus fort parce que le lieu de l'organisation est beaucoup plus grand, les infrastructures sont beaucoup plus importantes. Comment le Maroc peut tirer le meilleur profit, que ce soit sur le plan du brand Maroc, sur le plan touristique, ou que ce soit sur le plan du partenariat avec ces institutions de cet événement? Oui, d'abord, il y a beaucoup de symbolisme dans cette décision. Et ce genre d'institution, il n'y a pas d'approximation. Tout est calculé. Le fait de choisir, parce que la décision de choisir le Maroc, ça remonte à 2018, je pense, ça date pas. Oui. Et donc, derrière ça, il y a un cahier de charges, il y a des comités d'organisation, et donc, les choses sont organisées à la réglette. Et donc, le fait qu'ils décident pour que cet événement soit organisé à Marrakech, il y a beaucoup de préparatifs derrière. Et la décision n'est pas... Et donc, cette désignation, comme vous l'avez souligné dans votre première question, il marque un retour de ces assemblées annuelles en Afrique. Après leur tenue pour la première fois à Nairobi, à Kenya en 1973, et affirme aussi le positionnement du Maroc sur le continent africain et à la région de MENA. Et bien sûr, comme tout le monde le sait, le Fonds monétaire international, il entretient un partenariat exceptionnel avec le Maroc. Et donc, c'est un partenariat qui s'apprête à réunir en octobre prochain le Gotha de l'économie mondiale pour discuter les enjeux. À un moment où la coopération est plus vitale. Et donc, déjà, l'accord de 2 ans d'un montant d'environ 5 milliards de dollars en faveur du Maroc au titre de crédit modulable, c'est un indice très favorable pour le Maroc, dans la mesure où ce mécanisme existe, malgré qu'il existe essentiellement pour qu'un pays ait accès à une ligne de crédit flexible. Et donc, cela laisse comprendre que le pays doit faire preuve d'une grande vigueur et il dispose de politiques robustes en la matière. Oui, certains parlent de cet événement comme la Coupe du Monde, comme de la Coupe du Monde des finances. Et dans une de ses déclarations, la directrice générale du Fonds monétaire international a parlé de la tenue de cette assemblée annuelle à Marrakech comme un jalon important pour le Maroc et le FMI, pour réaffirmer, c'est ce dont vous venez de parler, professeur, leur partenariat étroit. Le partenariat se porte bien entre le Maroc et le FMI. Qu'est-ce qui peut être fait de plus ou davantage, à part ce que vous avez cité, pour renforcer ce partenariat? Oui, comme vous l'avez dit, selon cet aphorisme que c'est la Coupe du Monde des finances, effectivement, parce que à l'occasion de ces assemblées, plusieurs instances se réunissent, notamment le comité de développement, le comité monétaire et financier international, le groupe des 24, et bien entendu, à l'issue de leur réunion, le comité de développement ainsi que plusieurs d'autres groupes publient des communiqués, le Maroc et les autorités. Et sans rappeler que le programme
des assemblées, il y a une séance plénière au cours de laquelle des gouverneurs traitent des différentes thématiques. Et effectivement, plus de 14 000 participants de haut niveau sont attendus, dont les ministres de l'économie, les gouverneurs des banques centrales, donc des 189 pays. C'est une vraie Coupe du Monde, effectivement. Alors, le Maroc, je pense aussi, en tant qu'un pays d'accueil, et un partenaire très étroit à ces deux institutions pour organiser cet événement grandiose, bien sûr, le Maroc, il va essayer de se focaliser sa campagne de communication. Et à ma connaissance, déjà le ministère des Finances a déjà avancé des chantiers réflexifs sur 6 thématiques. Je peux citer, si ma mémoire est bonne, donc il y a l'inclusion financière et digitale, il y a le développement durable, il y a la réforme des institutions financières internationales, l'entrepreneuriat et l'innovation, les filets sociaux, plus que, je pense, la tolérance. Et donc, l'objectif de ce partenariat avec le Maroc pour organiser cet événement, c'est d'enrichir les débats autour de sujets d'actualité sur les plans. Mais le plus important, c'est une opportunité de marketing national du Maroc, que ce soit à l'échelon africain ou à l'échelon international. Je pense sur le plan logistique ou sur le plan, le Maroc est habitué à ce genre d'exercice, il n'y a pas de problème. Mais je pense sur le plan de communication, sur le plan de positionnement de Maroc en tant qu'un pays émergent dans l'Afrique et dans la région MENA, je pense que nos décideurs sont conviés à fournir l'effort communicationnel intelligent afin de tirer profit de cet événement. Est-ce que le fait, professeur, que cette assemblée, vous avez dit, c'est un retour en Afrique de ces assemblées, le fait que ça se tienne dans un pays africain, est-ce que ça va permettre de braquer les projecteurs un peu plus sur les défis, les problèmes du continent, comme l'inclusion des jeunes, la dette du continent africain ou encore les changements climatiques? Est-ce qu'ils auront une plus grande part? Est-ce qu'on s'intéressera beaucoup plus à ces sujets, vu que ça se tient dans un pays africain? Oui, il y a beaucoup de symbolisme, voire de sémiologie dans cette décision. Le fait que c'est la première fois en 50 ans que ces assemblées se tiendront sur le continent africain, parce que la dernière fois, quand je vous ai précisé tout à l'heure que je pense la dernière fois, c'était en 1973 à Nairobi, à Kenya. Donc, autant d'années, 50 ans qu'ils ont décidé de faire retour en Afrique en pointant le doigt sur le Maroc. Et ça, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de positionnement stratégique du Maroc comme étant la porte de l'Afrique. C'est une reconnaissance de l'africanisme du Maroc. C'est une reconnaissance de leadership du Maroc dans la région MENA et dans la région africaine. Et pour certainement, il y a des connotations derrière. D'abord, l'Afrique ou la région MENA sont des régions à population jeune. Cela en fait l'avenir. Et je pense que l'ordre du jour des prochaines réunions vont comprendre des axes importants. Par exemple, comment pouvons-nous tirer profit de cette donne, la donne de la jeunesse du tissu de continu et de la vitalité des jeunes dans ces deux régions, la région MENA et la région africaine. L'Afrique et le Proche-Orient, oui. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme les institutions de Bretton Woods qui sont responsables de l'équilibre financier mondial et l'équilibre économique aussi. Ils sont en train de dire qu'il faut cesser de penser, de voir aujourd'hui avec les yeux d'hier. Il faut penser et voir aujourd'hui avec les yeux de demain. Sur le plan des changements climatiques, sur le plan des démographiques, sur le plan de cette révolution digitale que le monde est en train de vivre. Et donc, sur la table des échanges, certainement, il y aurait des questions importantes et qui sont susceptibles d'infléchir le monde dans les prochaines années. Oui, justement. Et le choix de n'est pas facile.
n'est pas fortuit. Vous avez parlé justement, professeur, de l'Afrique, de sa jeunesse, de sa richesse, parce qu'on parle tout le temps de l'Afrique comme de problèmes, on parle des défis, mais on ne parle jamais des opportunités. Et aujourd'hui, l'avenir, c'est l'Afrique. Comment justement des institutions comme le FMI et la Banque mondiale peuvent bâtir un partenariat nouveau, différent, avec les pays africains, sachant que beaucoup de pays sont très endettés et vivent des conditions, des équilibres macroéconomiques difficiles. Bon, il faut préciser que l'appréhension des défis, c'est l'appréhension des défis dans toute leur complexité qui vont ouvrir les sentiers pour les opportunités. Oui. Vous savez bien qu'aujourd'hui, au moment où la pauvreté et la faim augmentent à nouveau, où les effets de changement climatique se font de plus en plus sentir, où la croissance démographique qui est à son comble, où l'aide au développement ne parvient toujours pas à enclencher un développement durable, dans les plus que cinquantaine, je pense 54 pays qui composent le continent, il est peut-être temps d'essayer de se tourner résolument vers le futur en s'attaquant aux grands défis de l'Afrique. Et je pense que c'est des points importants sur la table des débats. Ici, on peut résumer ceci d'une manière nécessairement synthétique. Le premier défi, c'est quoi pour l'Afrique? Le premier défi est de faire des Africains eux-mêmes des propres moteurs de leur développement durable. Il faut sortir de l'assistanat. Par le passé, de la période coloniale à aujourd'hui, les pays africains ont trop dépendu de l'extérieur. Et il faut aujourd'hui, à mon avis, définir leur modèle de développement. Je pense que le deuxième défi aussi qu'il faut tenir compte pour l'Afrique, surtout au sud du Sahara, est de réguler plus vite son emballement démographique qui enregistre aujourd'hui un taux d'augmentation vertigineux de la population à plus que 2,5 par an. Son déséquilibre démographique a débuté il y a plus de 200 ans par une baisse salvatrice de 100 ans de mortalité. J'aurais su. Et le troisième défi de l'Afrique et de son avenir est d'insister d'emblée la construction d'un modèle innovant de développement durable à l'égard de la carbonisation de leur économie, à l'égard de la dilapidation de leurs ressources naturelles, à l'écart de gaspillage engendré par l'installation d'une économie de consommation. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est la bonne appréhension de ces défis qui vont permettre aux Africains de tracer leur sentier de développement. Depuis toujours, on a considéré que les Africains ne peuvent pas s'en sortir parce que ce sont embarqués dans un état très désastreux de leur économie. Mais je pense que certains États, ils ont fait preuve d'une perception diamétralement opposée à cette stéréotypée. On a la Rwanda, par exemple. Qui a pu réaliser des taux de croissance économique les plus importants. On a des groupements économiques aujourd'hui qui commençaient à prendre les choses au sérieux. Et je pense qu'il y a une certaine tendance de métamorphoser l'Afrique pour qu'il soit des pays africains. Et le Maroc, elle est dedans. Et je pense qu'ils sont bien conscients que le Maroc, par son positionnement stratégique, par ses relations géostratégiques, il peut jouer un rôle très, très, très important pour réaliser. Maintenant, je pense que parce que l'Afrique, c'est là où il y a les richesses. Mais il faut changer les paradigmes de profiter de ces richesses, pas dans le sens de diktat ou le sens de la colonisation, le sens de l'impérialisme économique, mais dans le sens de gagnant-gagnant, un partenariat nord-sud qui devrait être remodelé autrement, loin des paradigmes anciens que l'Afrique a beaucoup subis. C'est exactement l'exemple de la politique du Maroc en matière de partenariat avec les pays africains. Merci beaucoup, professeur Hassan El-Arafi, d'avoir répondu à nos questions. Merci, professeur, et à bientôt, j'espère. Merci. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médiane TV.